bien, bonjour à tous et j'espère que vous tenir encore réveillés malgré la chaleur de cette salle. Donc le titre, Dernière nouvelle de la planète 9, je ne l'ai pas choisi, il m'a été imposé par mes collègues, mais j'ai accepté de me soumettre à cet exercice de manière bien volontiers. Alors j'ai cité ici en fait mes collègues mes collaborateurs du projet INPOP. Le projet INPOP sont les éphémérides planétaires que nous développons, donc Agnès Fienga, Michael Gastineau, Hervé Manche et Ashok Verma, qui étaient en postdoc. Alors, je vais d'abord vous parler des planètes, donc de notre système solaire, des planètes du système solaire. Jusqu'en 1789, le système solaire était composé uniquement des planètes visibles à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis en 1781, Uranus a été découvert de manière télescopique, en fait, c'est-à-dire par hasard, par Herschel, qui observait, qui a distingué donc une petite tache qui n'était pas de nature stellaire. Il a observé qu'elle se déplaçait ensuite. Puis, chose importante, Neptune a été découverte par Le Verrier, Égal. Donc Le Verrier a fait le calcul et Égal l'a observé en 1846. Je vais revenir dessus plus tard. Et enfin, Pluton a été découvert donc de manière aussi en scrutant le ciel, par l'observation, par Clyde Tombaugh en 1930. Mais en 2006, Pluton perd son statut de planète. Alors, il faut voir qu'après la découverte de Neptune par Le Verrier, il y avait vraiment une volonté de réitérer l'exploit de Le Verrier, donc de chercher un petit peu si dans les anomalies du mouvement de Neptune ou d'Uranus, on pouvait trouver l'origine d'une planète supplémentaire, et c'est ce qui a été pensé pour Pluton. Donc au début, on cherchait une planète de masse suffisante pour perturber les autres planètes du système solaire. Et puis, quand on a découvert Pluton, et puis après, on s'est rendu compte que ça ne tenait pas la route, parce que la masse de Pluton était beaucoup trop petite. En fait, voilà, je vais vous montrer une évolution de la masse de Pluton à travers le temps, fonction de la date. La masse de Pluton, fonction de la date, montre que Pluton va probablement disparaître dans les quelques années à venir, parce que voilà l'évolution de la masse de Pluton, fonction de la date, en échelle logarithmique. Donc, vous voyez qu'on est passé d'une planète de 10 masses terrestres à une planète d'1 millième de masse terrestre, plus petite que la Lune. Donc, voilà, vous avez la prédiction de la disparition de... Enfin, c'est logarithmique, donc il en restera toujours quelque chose. Voilà, il en restera. Bon. Donc, je vais revenir sur la découverte de Neptune. La découverte de Neptune, donc par Le Verrier, qui a été annoncée dans cette salle en août 1846. Et donc, la raison, la découverte se fait par le calcul des perturbations d'une planète par une autre. Si on a une planète isolée, on a un mouvement elliptique autour du Soleil. Mais si on a une deuxième planète, on va avoir une perturbation entre ces planètes et on va avoir donc une déformation de l'orbite de la première planète. Alors, Uranus, donc 1781, on a aussi retrouvé, après la découverte d'Uranus, des observations plus anciennes, ce qui fait qu'à partir de 1830, on avait une suite d'observations qui montraient un écart assez important, vous voyez, 100 secondes d'arc, entre le calcul prédit de la position d'Uranus et les positions observées. Donc vous voyez, il y a les positions observées, mais il y a les positions observées anciennes qui ont été retrouvées dans les cartes, dans les observations avant la découverte. Et donc 100 secondes, 100 secondes, c'est beaucoup. Et vous voyez que le signal est beaucoup plus fort que le bruit. Là, on peut voir un peu la nature du bruit par la dispersion de ces corps. Et c'est ce qui a
conduit Leverrier. Bessel a proposé à Leverrier avait déjà soulevé le problème et Leverrier donc a entrepris le calcul. Il faut savoir que quand Leverrier, on entend des fois dire Leverrier était jeune, mais Leverrier était déjà à l'Académie des sciences quand il a commencé ce calcul. Il était connu déjà pour ses calculs sur les travaux à long terme sur l'évolution du système solaire. Et donc il a entrepris ce calcul avec déjà une grande notoriété. Donc il fait le calcul et il prédit une position qui a... Je ne comprends pas. Voilà, il prédit donc la position et on a ici les résidus après ça c'est les résidus après avoir intégré Neptune, donc vous voyez des résidus qui vont tomber à quelques secondes d'arc par an. Et là, on a les positions donc prédites par Leverrier et ici et la position réelle de la planète ici. Entre parenthèses, la position aussi prédite par Adams qui avait fait un calcul de manière indépendante. Et donc Leverrier envoie, il n'y avait pas à l'époque en gros de lunettes très aptes à faire l'observation en France et en particulier à l'Observatoire de Paris. La lunette qu'on peut voir actuellement n'est que postérieure. Il va envoyer donc ses calculs en Allemagne à Gall, qui observera la planète, la première nuit d'observation, grâce aux cartes du ciel qui existaient à l'époque, cartes de Bremiker. Et donc voilà la position calculée et la position ici observée qui sont à moins d'1 degré en longitude de différence. Donc c'est vraiment un exploit assez spectaculaire. Je dois même dire que rétrospectivement, je trouve encore qu'il est tout à fait spectaculaire. C'est de trouver à 1 degré comme ça par le calcul cette position, c'est pas du tout évident. Alors, à la suite de cet exploit, donc, on a recherché dans les résidus des observations suivantes des possibilités d'une planète supplémentaire. Il y a eu, dans les années 80, on en a beaucoup parlé, on avait comme ça, dans les observations d'Uranus encore, en fait, un signe de... Vous voyez ici, dans ces observations, on a un peu un signe de quelque chose, d'un résidu. On a envie de faire passer une sinusoïde. On peut se demander s'il existe une 10e planète à l'époque, puisqu'on avait déjà Pluton. Et Pluton n'était pas encore déchu. Mais ça, c'est quelque chose qui a été ensuite... ça s'est arrêté, disons que les résidus ont disparu après Voyageur, et Voyageur a redressé un peu tout ça avec des meilleures déterminations des masses, et Miles Standish du JPL a publié un papier qui montrait bien qu'il n'y avait pas de résidus dans les observations d'Uranus après ces corrections. Donc, il n'y avait pas d'évidence de planètes supplémentaires, mais on en a trouvé plein. On a trouvé tous les objets de Kuiper dont parlait Bruno tout à l'heure. Et du coup, on a trouvé tous ces objets qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques orbitales et les mêmes que Pluton, et les mêmes tailles que Pluton. Et c'est ce qui a fait déchoir Pluton de sa qualité de planète. Non seulement il avait perdu énormément de sa masse, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on avait des centaines d'objets similaires. Et donc, de la même manière que en 1801, on a découvert Cérès, le premier astéroïde, par Piazzi, et puis après on a trouvé des centaines d'astéroïdes, on a pu appeler les astéroïdes des planètes, comme on avait fait au début pour Cérès. Et là, c'est la même chose. Tous ces objets sont devenus les objets de Kuiper, donc des objets qui sont similaires à Pluton. Alors, justement, ce sont ces objets qui vont être à l'origine de l'actualité, de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire de la possibilité d'une 9e planète. Parce qu'on peut observer les orbites de ces corps, et on va voir que la plupart ont des orbites tout à fait aléatoires, donc une distribution à laquelle on pourrait s'attendre, c'est-à-dire donnée par le hasard de leur création, de leur formation.
Mais parmi eux, les plus grands, les plus excentriques, vous voyez ici, on ne voit pas très bien, mais on a la plupart des corps ont ici des orbites orientées de manière tout à fait aléatoire. Et puis, les plus excentriques, avec des périhélies très lointains, eux, sont de manière privilégiée dans une direction. Alors ça a commencé, on avait observé donc un premier de ces corps très excentriques, c'est Sedna, qu'on voit ici tout à l'heure, celui-là. Et puis après, il y en a eu un deuxième, observé par Trujillo et Shepard en 2014. Et déjà, donc il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, Trujillo et Shepard ont tout de suite proposé qu'il pouvait exister une autre planète qui soit responsable de cette orientation particulière de ces corps. Et d'ailleurs, à la suite de ces remarques, en fait, nous avons commencé de notre côté à réfléchir aux possibilités de rajouter un corps supplémentaire dans le système solaire, et nous avons entrepris un début de programme pour incorporer ceci dans nos éphémérides. Donc, alors de manière toute récente, le 20 janvier dernier, cette hypothèse a pris un nouvel essor avec le papier des 2 chercheurs de Caltech, Constantin Batygin et Brown, qui ont publié donc le 20 janvier dernier à nouveau cette hypothèse. Alors là, vous voyez, il y a l'ensemble des corps de Kuiper qui est considéré, donc qui ont toutes ces orbites qui sont de manière privilégiée dans cette direction-là. Et ils ont fait à nouveau donc, cette hypothèse que l'origine de l'orientation de ces corps est due à la présence d'une 9e planète. Alors, la raison, c'est en gros que c'est cette planète qui va confiner ces corps dans cette direction-là, ou plutôt, cette planète va avoir éjecté toutes les autres qui pouvaient se trouver dans d'autres directions. Donc c'est là que cette hypothèse va prendre beaucoup plus de corps. Voilà une simulation qui, je pense, est due à Alessandro Morbidelli. Je l'ai récupérée en tout cas sur des transparents dont il est responsable. Donc vous voyez, voici le corps qui est mis ici. Et on a ici un ensemble d'objets de Kuiper avec des orbites très excentriques qui est pris à moins 4 milliards d'années. Mais si on attend un petit peu, donc 1 milliard d'années, une partie a disparu, 2 milliards d'années, donc encore une partie a disparu, et finalement, au t égale 0, seul reste une partie, donc la partie actuelle de ces objets. Donc c'est ça qui fait que tout d'un coup, les gens ont regardé de manière plus sérieuse cette hypothèse. Et donc la question est maintenant, est-ce qu'une telle planète serait possible dans le système solaire? Donc cette planète 9, alors il faut qu'elle ait une grosse excentricité et une masse relativement grosse, parce qu'il faut que ce soit son effet dynamique qui ait été à l'origine de l'éjection des autres corps. Ça ne peut pas être un petit corps comme Pluton. Donc c'est vraiment chercher un objet de forte masse, 10 masses terrestres. Alors, avec un demi-grand axe assez important, mais vous voyez, avec une excentricité de 0,6, il va passer au périhélie à peu près 250 UA et avoir un aphélie de l'ordre de 1100 UA. La période va être très grande, de l'ordre de 18 000 ans. Un tel objet... Alors déjà, on peut se poser la question par rapport aux planètes extrasolaires qu'on retrouve. Est-ce qu'un tel objet est commun dans le lot des planètes qu'on connaît? Eh bien, si on prend les statistiques de Kepler, par exemple, le satellite américain qui a découvert des tonnes de candidats planètes, il se trouve qu'une telle planète de 10 masses terrestres, vous voyez, Neptune, c'est 17 masses terrestres, une planète de 10 masses terrestres, eh bien, ce serait dans cette catégorie-là, des mini-Neptunes, c'est en fait la catégorie des planètes la plus fréquente dans les planètes observées. Donc ça, je dirais que c'est assez cohérent. C'est juste qu'une planète qui pourrait être formée, puis après, par action gravitationnelle, un peu éjectée sur une orbite plus loin. Maintenant, les observations, bien les Américains ont
Alors la contrainte, ce qu'il faut voir, c'est que la contrainte dynamique qui est obtenue par les collègues américains, c'est une contrainte assez faible parce que l'effet sur les objets de Kuiper est à long terme. Donc ça va se faire en des milliards d'années, ça ne va pas dépendre de la position de la planète sur son orbite. Donc on n'a aucune contrainte de longitude. Ensuite, c'est vraiment une hypothèse, je dirais un peu molle, on peut pas vraiment, on peut contraindre ce qu'ils font, c'est qu'ils font beaucoup de simulations, ils regardent lesquelles vont éjecter les planètes comme il faut, lesquelles ne vont pas le faire, mais il reste beaucoup de latitude sur l'inclinaison de l'orbite et sur les autres paramètres. Donc ils ont comme ça déterminé une bande dans le ciel, mais vous voyez cette bande déjà en longitude, elle fait tout le ciel, en ascension droite, donc c'est tout le ciel, et puis en latitude, leur bande fait 20 degrés, 20 degrés à 30 degrés. Donc en fait, c'est une bonne partie du ciel qui pour eux est candidat à cette planète. Et donc là, ça c'est le plan galactique, ici c'est l'écliptique. Ce qu'on a de coloré, ce sont les... Donc il ne s'agit pas forcément d'observer tout, parce qu'il y a déjà des surveys, mais ces surveys, comme ici Pan-STARRS, le Dark Energy Survey en jaune, donc en fait, parce qu'en gros, leur projet, c'est de tout explorer pour essayer de trouver, puisqu'ils n'ont pas d'autres contraintes, pour essayer de trouver cette planète. Et actuellement, la zone non explorée, c'est la zone noire. Donc, ils sont en train de scanner par des campagnes d'observation. Oula, 5 minutes. Non, j'ai 16... Moi, j'ai commencé, là, j'ai 16 minutes déjà. Oui. Non. Ne perds pas trop de temps. Ah oui, mais la négociation permet de compenser après. Donc en fait, ce qu'on a regardé de notre côté, c'est de raffiner cette contrainte dynamique. Alors la contrainte dynamique, elle est donnée que par cette planète 9, qui est 10 masses terrestres. Il faut voir que tout le reste, c'est rien du tout, c'est un centième de masse terrestre. Et ce qu'on a fait, c'est d'intégrer cette planète dans le modèle de haute précision qu'on a, qui est le modèle INPOP. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il n'y a que 3 laboratoires dans le monde qui peuvent faire ça. Il y a la NASA, le JPL, il y a les Russes pour les projets de conquête spatiale, et puis il y a ce qu'on fait à l'Observatoire de Paris en liaison avec l'Observatoire de Nice. Donc c'est un projet qu'on a démarré il y a relativement peu de temps, il y a une dizaine d'années. Et parmi toutes les observations, on a 150 000 observations, depuis les observations photographiques anciennes jusqu'aux observations spatiales. Celles qu'on va utiliser, ce sont les observations de la sonde Cassini, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors ces observations, ce ne sont pas des données scientifiques de la sonde, ce sont juste les données de navigation, et en fait c'est les données de radar entre la sonde et une antenne sur Terre, mais le chronométrage de radio, et le chronométrage de ce temps radio, permet d'obtenir une distance à 75 mètres près, c'est-à-dire du 10-11, 6-10-11 en relatif. Et ce qu'on va faire, c'est on intègre la planète dans le modèle tel qu'elle est proposée par les Américains. On a pris leur orbite nominale et on regarde si elle survit. Alors si on la met au plus loin, on n'a pas de différence sur les résidus. Les résidus avec la planète 9, c'est en rouge, sans la planète 9, c'est en bleu. Mais si on rapproche la planète du périhélie, bien vous voyez ici, il commence à y avoir une différence. Si on la met trop près, là, on ne peut pas. Donc ici, on exclut totalement l'existence de cette planète. Ici aussi, et voilà, comme ça, on va obtenir des zones d'exclusion, et on va obtenir aussi, à cette position-là, une petite diminution des résidus, donc qui serait compatible avec une position à cet endroit-là. De manière un peu différente, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez ici, il y a les résidus, l'écart aux résidus, là c'est 10%, et puis là ce serait en rouge, donc toute cette zone est exclue, et puis cette zone, c'est la zone où c'est encouragé. On s'est demandé aussi, ça c'est en prenant les observations jusqu'en 2014, donc 10 ans d'observation,
On a aussi regardé ce qui se passerait si on avait des observations jusqu'en 2020, et donc ça permettrait d'affiner ces prédictions. Et donc le résultat final, c'est celui-là. On a ces zones d'exclusion, donc en fait on exclut quand même la moitié du ciel en direction, ça fait 180 degrés, et c'est comment ce serait exclu si on avait des observations jusqu'en 2020. Et là, les positions possibles pour une telle planète, ce qui a été immédiatement intégré dans les cartes de nos collègues en rajoutant ces zones d'exclusion ici en orange. Et si je regarde maintenant, en fait, cette nouvelle planète, qui n'est pas là, elle suscite énormément d'intérêt parmi nos collègues dynamiciens et formateurs de planètes. Vous voyez, il y a un papier qui sort toutes les semaines, si ce n'est pas 2, ça c'est des préprints. Donc beaucoup d'activités, mais toujours pas de planète, bien sûr, pas pour le moment. Et j'ai fini, puisque les 20 minutes sont passées de 5 secondes. Merci. C'est magnifique de se souvenir qu'il y avait 5 minutes pour la discussion, fin d'exposé. Oui, bien sûr. Y a-t-il des questions, commentaires sur la planète 9 ? Vous savez que Leverrier ne met même pas 4 mégas, rien du tout. Il a fait des calculs, c'est tout à fait intéressant. Oui, mais il avait beaucoup d'esclaves pour faire. Ah, non. Non, c'est faux. Le travail de Leverrier, non, c'est parfaitement faux. Je vais répondre à cette question. Telle qu'elle vient d'être énoncée, c'est complètement faux. Parce que quelle est la question ? Au moment. Est-ce que tu peux répéter d'abord la question ? Ce que Alain a émis, c'est de dire Leverrier, il n'avait pas 4 mégas pour calculer, mais il avait beaucoup d'esclaves. Mais au moment où il fait les calculs pour la position de Neptune, il n'a pas d'esclaves, il fait les calculs lui-même. C'est plus tard, quand il va faire le travail qu'on a fait d'éphéméride planétaire, il va le faire après. Et ça, c'est un très gros travail qui demande de calculer tous les termes de la fonction perturbatrice. Et c'est pour faire ces calculs qu'il va avoir beaucoup de calculateurs, comme ça se faisait à l'époque. Bien, puis ensuite, Le Gall. Tu as dit qu'il y avait tout un tas de petites planètes il y a 4 milliards d'années qui ont disparu. Qu'est-ce qui les a fait disparaître ? Justement, dans l'hypothèse, ça c'est l'hypothèse de nos collègues américains qui tient la route. Cette hypothèse, c'est que c'est justement cette planète 9 qui aurait fait disparaître ces corps. Elles partent en interplanétaire. Comme ça, on va avoir des objets flottants. Interstellaires. On va avoir des objets flottants comme ça qui vont... Il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Alice Le Gall. Oui, j'ai une question un peu provocatrice. Du coup, vous avez demandé l'extension de la mission Cassini jusqu'en 2020 ? Ou pourquoi vous n'avez pas fait cette prédiction jusqu'en 2017 ? On n'a pas fait parce que, disons que seule la vérité est révolutionnaire. Nous, on dit ce qui se passerait si on prolongeait jusqu'en 2020. Maintenant, on laisse nos collègues faire ce qu'ils veulent. Mais c'était un message subliminal, alors. Oui, c'est un message. Mais il faudrait l'envoyer. Je réponds là, Alice, à cette question. Parce qu'on a contacté nos collègues américains en leur disant « Écoutez, 3 ans de plus pour la mission, c'est pas grand-chose ». Et la réponse a été « Écoutez, nous voulons mettre un homme sur Mars et nous voulons le faire avant les Chinois, les Indiens et les Russes. Et donc 150 millions de dollars, puisque ça coûte à peu près 50 millions de dollars par an pour faire fonctionner Cassini, c'est beaucoup. Et on en est là dans cette réponse. Mais on a quand même, de façon un peu cynique, j'avais dit, écoutez, si c'est une équipe américaine qui découvre cette planète 9, comme Pluton a été démis de ses fonctions de planète, il y aurait enfin une équipe américaine qui est associée à la découverte d'une planète du système solaire. Donc, on en est là. Mais disons que... Non, nous, on a fait ça de manière provocative. Mais c'est juste... Moi, j'ai pas d'avis sur s'il faut prolonger Cassini ou pas. Mais c'était juste... de donner comme ça un très bon argument à ceux qui voudraient le prolonger. D'autres questions ? Ce qu'il faut voir, c'est que Cassini, Saturne, c'est actuellement le meilleur capteur qu'on ait
pour la dynamique, pour l'existence de corps. En fait, nos éphémérides, on ne les conçoit pas comme quelque chose qui sert uniquement à prédire le mouvement des planètes avec 4 décimales de plus que ce qui se connaît déjà. C'est plutôt comme modèle pour tester les lois de gravitation, tester la relativité générale, tester les modèles de gravitation et donc tester l'existence de corps supplémentaires. Vincent. Oui, j'ai probablement mal lu les figures. Si tu repasses, je crois, à la suivante, il y a des figures sur lesquelles j'ai l'impression Laquelle? non, alors, Celle-là? Voilà. Celle-là? Celle où tu recules, si tu as avancé depuis 2 ou 3. Celle où on voit l'orbite. Là? Non, reculer Je recule. cette série. Stop. Voilà. Où est le foyer de la planète 9? Ben, le foyer risque d'être au Soleil. Hein. Ben oui, mais il n'a pas l'air. C'est là. Non seulement il n'a pas l'air d'y être, mais celui qui colle mieux, c'est un deuxième soleil qui est à droite. Donc Non. Ah non. Voilà. Cette figure, je ne suis pas responsable de cette figure, ça vient de la NASA, mais voici la mienne, et celle-là, je garantis que c'est une orbite de 0,6 excentricité avec un soleil au foyer. Donc voilà la forme que ça. Je pense que celle-là est à peu près du même genre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi la perspective qui déforme un peu les choses. Ce n'est pas toujours facile.